sur la chaîne de l'excellence. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres. Un geste de solidarité aux parents de triplés, quadruplés et étudiants en situation de handicap. Le gouvernement apporte des soutiens financiers en vue d'amoindrir leurs charges. La deuxième vague de candidats sélectionnés au programme spécial d'insertion à l'emploi des jeunes en entretien, c'était depuis hier. Les détails dans ce journal. Et puis ce jeudi 3 septembre 2020, la Chine a commémoré le 75e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance de son peuple contre l'agression japonaise et celle antifasciste mondiale. Voilà pour le sommaire. Merci de nous rejoindre. Nous démarrons ce journal par une brève. 17 milliards 118 449 880 francs contre 13 milliards 928 749 880 francs CFA en 2020. C'est le montant du budget exercice 2021 adopté par les députés ce jeudi 3 septembre 2020. Un taux d'accroissement de 22,62% qui se justifie entre autres par l'augmentation du personnel en raison de la modernisation de l'administration parlementaire actée par le nouveau règlement intérieur. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Parents de triplés et étudiants en situation de handicap peuvent pousser un ouf de soulagement. Ce jeudi 3 septembre à Cotonou, le ministère des Affaires sociales, à travers la direction du Fonds d'appui à la solidarité nationale, a apporté des soutiens financiers à ces personnes vulnérables. On fait le point avec Mathieu Boucaud et Aliou Anthony. Ils font partie des bénéficiaires du Fonds d'appui à la solidarité nationale pour le compte de l'année 2020. Tu vois ton frère en difficulté et tu dis que c'est son problème. Non, tu te trompes. C'est aussi ton problème puisque lorsque la case de ton voisin brûle, sache que la tienne non plus n'est pas en sécurité. Nous sommes tous unis par un fil invisible et la solidarité est la clé du paradis. Un appui à la solidarité initié par le gouvernement qui est destiné spécialement aux parents de triplés, quadruplés et étudiants handicapés non boursiers et non secours. Chers étudiants, la grande estime que je nourris à votre égard m'amène à célébrer votre courage et votre persévérance, votre volonté de vous affranchir des préjugés liés à votre situation de handicap. Et à travers ce parcours admirable, vous incarnez l'espoir. L'appui que vous allez recevoir atténuera la pénibilité de vos conditions d'études sur le campus. La joie de l'accouchement se transforme parfois en appréhension face aux charges auxquelles les familles sont confrontées. Et c'est dans le souci de soulager vos peines que mon département ministériel vous apporte un appui symbolique à l'effet de vous accompagner dans la prise en charge des besoins fondamentaux, nutritionnels, sanitaires et autres de vos progénitures. Je voudrais encore une fois vous remercier pour ce geste à leur endroit et m'adresser à vous, chères étudiantes et étudiants, vous féliciter déjà pour avoir été sélectionnés puisque vous n'avez pas été boursiers ni secourus. Et donc vous avez été identifiés et impliqués dans ce programme. Je vous en félicite et je vous invite à en faire bon usage. Pour cette année, 45 étudiants et 10 parents de triplés ou quadruplés ont bénéficié de ce geste utile. Je remercie la ministre des Affaires sociales. Je remercie principalement le gouvernement pour ce fonds que j'ai reçu aujourd'hui. C'est vrai, c'est pas facile pour nous, mais on y arrivera par la grâce de Dieu. Et je pense utiliser à bon terme les fonds que j'ai reçus aujourd'hui et aussi dans la continuité de mes études. Je suis très contente d'avoir cette. J'aimerais payer les contributions avec. Oui, je leur dis merci.
Au total, 5 500 000 ont été décaissés pour assurer donc leur prise en charge. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales, entend poursuivre ses œuvres en faveur de ces personnes vulnérables. Cet acte témoigne de la solidarité du gouvernement à l'endroit des couches vulnérables et se poursuivra dans les jours à venir dans les autres départements du pays. Cet appui financier du gouvernement au profit du secteur social va contribuer à coup sûr à améliorer les conditions de vie de ses bénéficiaires. Le programme spécial d'insertion à l'emploi des jeunes est toujours dans sa phase active. La deuxième vague de candidats sélectionnés par l'entretien à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, un entretien qui se déroulera du 3 au 4 septembre 2020. Suivez le reportage de Mathilde Savi. Ils sont au total 622 candidats en évaluation pour cette deuxième cohorte et répartis dans 20 jurys. Des candidats sélectionnés après dépôt des dossiers sur la plateforme du programme spécial d'insertion à l'emploi des jeunes PSIE, lancé en juin 2020. Après les candidats évalués dans les domaines de l'hôtellerie, la restauration, le génie civil et l'agroalimentaire au cours de la première vague en juillet 2020, les candidats dont l'évaluation est en cours sont des professionnels de la logistique, du numérique et de l'industrie chimie. Ils sont évalués à 2 niveaux. Quelle est la connaissance qu'ils ont du métier? Ils ont été à l'école, bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils ont retenu de ce qu'ils ont appris à l'école par rapport aux différents métiers? Ensuite, quelle est leur motivation? Pourquoi ils veulent postuler à ce métier? Nous nous appuyons avec des questions un peu plus techniques, c'est-à-dire le parcours du candidat, qu'est-ce qu'il a concrètement fait, quelles sont ses compétences techniques, vraiment techniques. Donc après ça, on évalue aussi ses motivations pour le poste souhaité. Les postulants approchés après évaluation se prononcent sur les entretiens. Ils estiment bénéfique l'opportunité que le gouvernement offre aujourd'hui aux jeunes à travers le programme spécial d'insertion à l'emploi des jeunes. Je pense que c'est des questions qui sont dans le domaine. Bon, plus moi, je suis un peu plus dans la maintenance. On m'a demandé par exemple comment réparer des postes quand il y a tel problème, comment résoudre ça. Donc, étant donné que je suis dans le domaine, je n'ai pas eu de mal à répondre à ces questions. C'est une très bonne initiative. Les membres du jury, pour moi, je vais dire qu'ils ne sont pas trop sévères, mais il y a des fois, ils demandent des choses qu'on a eu un peu de difficulté à trouver des réponses. Globalement, c'est pas mal. Ce programme mis en place par notre président est avantageux, surtout pour nous les jeunes. Pour un programme spécial, des dispositions spéciales s'imposent. Pour les candidats de cette deuxième cohorte résidant hors de Cotonou, l'entretien se déroule par appel téléphonique et ceci en toute transparence. Alors l'autre originalité du programme, pour ceux qui sont hors de Cotonou, le jury les prend en ligne, pas téléphone. Parce que vous n'allez pas dire, on ne peut pas demander à quelqu'un qui est à Parakou, qui est à Natitengu, de prendre le bus, de venir dormir à Cotonou pour un entretien pour lequel il pourrait même ne pas être retenu s'il n'est pas le meilleur. Donc pour ne pas créer des charges aux candidats, les candidats qui sont hors de Cotonou, essentiellement quelquefois de Grand Okoué, le jury est instruit et les moyens ont été donnés à ce jury pour les prendre par téléphone à partir d'ici. Ce n'est même pas à domicile. Donc dès qu'on vient sur le nom d'un candidat qui n'habite pas Cotonou, le jury le prend en ligne et pose la même question. Kazimi Migan, premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB, s'est adressé aux candidats présents pour l'entretien. Il les invite à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de maximiser des chances pour figurer sur la liste restreinte des bénéficiaires du programme. Les travaux routiers entrepris par le gouvernement dans le cadre du projet asphaltage facilitent la circulation des citoyens béninois. Le cadre de vie des habitants des zones de Djonké, de la Haie-Vive, d'Akpakpa et Lawadje et Saint-Michel ont changé d'aspect à cause des rues asphaltées et l'éclairage qui illumine tous ces tronçons parcourus. Pour plus de précisions, suivez le reportage de Diane Christelle Nodje et de Prudence Okoso. Des rues du quartier Djonké de Cotonou, désormais plus électrifiées que jamais. Les tracasseries et peines des populations riveraines d'autrefois sont aujourd'hui conjuguées au passé. Ceci grâce à la concrétisation des travaux d'asphaltage. Fruit de l'engagement et de la détermination du gouvernement Talon,
Des rues désormais illuminées par des lampadaires solaires. Un projet qui réjouit à plus d'un titre les habitants. Un peu partout tu passes dans le pays maintenant, tout est éclairé. Tout est très joli même, trop même. En temps, il n'y avait pas de l'éclairage. Pour sortir la nuit, c'était difficile. Pour escorter même des gens, quand ils viennent chez toi, tu vas te dire que bon, tu l'amènes sur le portail. Maintenant, la personne même que tu veux escorter, tu le prends, toi tu es derrière lui, vous êtes en train de partir, il n'a même pas peur. Toi aussi tu n'as pas peur. C'est très bon. J'ai vu ici, là, avant la Sévillien, maintenant c'est très bon. On aime ça. Parce qu'on a vu qu'ici, ça ouvrait les yeux, plus qu'avant. Et la lumière, on a l'air. À cause de la lumière que maintenant nous on préparé. Avant, là, on ne peut pas préparer maintenant. On préparait avec torche. Tout a changé. Avant, c'était pas comme ça. C'était dans le noir et puis il y a des trucs bizarres partout, les caniveaux gâtés. Maintenant, quand on voit ça, c'est très bon. Les matins, on se réveille, on se sent bien, quoi. Avant, lorsqu'il n'y avait pas de lumière, là, il y avait l'obscurité. Donc, les coupeurs de route profitaient de ça pour braquer des gens. Allons 10 ans. 10 ans plus. Ouais, on dit allons 10 ans, ça c'est clair, ça c'est confirmé. Akpakpa, Ayelawadje et Saint-Michel, autrefois impraticables, font également peau neuve. Des rues asphaltées et éclairées. Ceci pour le bonheur des populations qui vivaient dans l'insécurité. Ils saluent le gouvernement pour ce chef-d'œuvre. Avant, on ne pouvait même pas passer par ici. C'était des brousses un peu partout. Il y avait beaucoup d'obscurité, inondation quand il pleut. On n'arrivait pas à passer, des choses comme ça. Même maintenant, on le remercie beaucoup parce qu'il y a de la lumière un peu partout. Le Bénin devient de plus en plus beau et magnifique. Je suis très heureux d'y être parce qu'il y a de jolies routes et de beaux quartiers. Nous remercions le président Talon. Que Dieu continue de le protéger. C'est le meilleur président. Nous remercions vraiment le chef de l'État. Il fera beaucoup plus pour nous. On souhaite qu'il revienne. Le projet asphaltage change progressivement le vécu des Béninois. Preuve que le programme d'action du gouvernement est en marche et à sa phase opérationnelle. En collaboration avec les communes et les autorités préfectorales, la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué a débuté depuis quelques mois ses activités de collecte des déchets solides dans les artères des rues et auprès des ménages dans plusieurs zones du Grand Nokoué. Cette initiative du gouvernement du président Talon s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de modernisation de la gestion des déchets. Une équipe de la rédaction est allée faire ce jeudi 3 septembre 2020 le constat de la collecte des déchets par les agents de la société dans quelques rues et ménages à Cotonou. Omari Dossa et Prudence Fogouté pour le point. Créée en novembre 2018 par le gouvernement, la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué, SGDS-GN, est un projet ambitieux qui s'inscrit dans l'opérationnalisation stratégique 7 du pilier 3 du programme d'action du gouvernement. Il vise à résoudre de manière durable la problématique de la gestion des déchets et de la salubrité publique dans les villes du Grand Nokoué, à savoir Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Semekpodi et Ouida. Ceci pour améliorer les conditions de vie et le cadre des populations. Nous n'entendons pas salubrité, le balayage, le désensablement, le désherbage et le piquetage. Dans la salubrité, toujours, nous avons le curage des voies, nous avons l'enlèvement des déchets auprès de la population. Ça, c'est la précollecte. Et nous avons contractualisé avec des PME qui sont sortis adjudicataires suite à un appel d'offres ouvert et gratuit. S'agissant des opérations sur le terrain, les villes du Grand Nokoué sont réparties en 69 zones. 20 à Cotonou, 28 à Abomey-Calavi, 5 à Ouida, 7 à Semekpodi et 9 dans la commune de Porto-Novo. Compte tenu de la situation sanitaire que nous vivons, nous avons commandé du matériel qui n'est pas encore arrivé. Du coup, nous avons été obligés de phaser l'opérationnalisation du projet de modernisation de la gestion des déchets. Donc la phase 1, c'est à 20%, la phase 2, 70% et la phase 3 à 100%. Pour la phase 1 qui est de 20%, nous avons sélectionné 33 zones, dont 20 zones à Cotonou, 3 zones à Ouida, 6 zones dans Abomey-Calavi,
2 zones à Semekpodi et 3 zones à Porto-Novo. La deuxième phase consiste à couvrir les 69 zones qui constituent le Grand Nokoué. Donc cette deuxième phase, au plus tard le fin octobre, elle entrera en phase d'opérationnalisation et toutes les zones, pour ne pas dire tout le territoire du Grand Nokoué, ces 5 villes seront prises en compte. Plusieurs difficultés sont aussi rencontrées sur certains terrains d'opération. En effet, ces agents de collecte des déchets solides ménagers invitent les populations à plus de conscience et de responsabilité afin de leur faciliter la tâche au cours des travaux. Franchement, quand nos éboueurs, ceux qui sont en charge de prendre les poubelles, de les vider et de les redéposer, on exige que ceux-là rentrent dans les maisons. Non. Nous demandons à la population qu'elle sorte les déchets à leur devanture et ces derniers pourront prendre et déverser. Surtout pour la collecte itinérante, le nettoyage de nos artères principales. Les bombes passent et peu de temps après, elle revient encore la population déposer les ordures sur ces artères-là. Franchement, ce n'est pas gai, ce n'est pas gentil de leur part. Nous leur demandons de rester à la maison puisque le service est gratuit. Même en étant chez elle, cette population, nous rapprocherons d'elle à travers nos PME, à travers nos BOM, en fonction des zones où cette population se situe, pour que la collecte des déchets soit faite. Les déchets que nous ramassons, les gens profitent pour laisser des excréments dedans. C'est vrai, c'est déplorable, c'est vraiment déplorable. Aussitôt ramassés et mis dans les conteneurs au point de regroupement, ces déchets sont transportés directement vers les centres d'enfouissement technique. Nous disposons de 2 centres d'enfouissement technique. Un à Ouessé, dans la commune de Ouida, et le second est à Takon, dans la commune de Sakété. Page Inter à présent, l'industrie aéronautique est parmi les secteurs les plus touchés par la pandémie du coronavirus. Au Nigeria, la Banque centrale du pays et le comité des banquiers ont convenu d'apporter une aide aux compagnies aériennes enregistrées au Nigeria afin de permettre à l'industrie de faire face à l'impact négatif de la pandémie. Reportage de nos confrères de CCTV+. L'industrie aéronautique nigériane commence à peine à se remettre sur pied après plus de 3 mois d'arrêt complet en raison de la pandémie de COVID-19. Les vols intérieurs ont repris le 8 juillet et les vols internationaux devraient reprendre le 5 septembre. Mais alors que l'activité reviendra progressivement vers les aéroports du Nigeria, les experts du secteur affirment que la pandémie a porté un coup dur dont il faudra un certain temps pour se remettre. Talk about it, the aircraft that flies. L'avion qui vole, le service à bord, l'aéroport qui reçoit et les pièces d'avion, les ingénieurs, les pilotes, toutes les parties sont impliquées. Toute la chaîne de l'aviation a été énormément affectée. À l'heure actuelle, presque toute la chaîne de valeur est rompue et les pertes sont considérables. Les travailleurs sont à la maison. Les entreprises connaissent une chute des activités. Workers are home. Businesses are down. Pratiquement tous les exploitants aériens du pays ont dû licencier des travailleurs et réduire les salaires de près de moitié. La Banque centrale du Nigeria est maintenant au cœur d'une campagne de relance visant à aider le secteur. Ils ont demandé à certaines institutions financières dans le pays d'offrir des services spéciaux aux compagnies aériennes enregistrées au Nigeria pour leur permettre de surmonter l'impact de la pandémie et de sauver des emplois dans l'industrie. C'est une décision que le propriétaire de la plus grande compagnie aérienne privée du pays a saluée. Chez Airpeace, ce qui nous cause le plus de soucis, c'est la rétention de la main-d'œuvre. De plus, les coûts pour les assurances et la maintenance ont augmenté lors de cette période. Les compagnies aériennes auront besoin d'un soutien pour cela. Je ne demande rien et je ne pense pas que quiconque demande de l'argent pour rien. Ce serait plutôt un prêt à taux réduit ou à un taux d'intérêt abordable. Pour l'instant, les modalités du prêt n'ont pas été précisées, mais certains ont précisé ce qu'ils s'attendent à voir. Il devrait s'agir d'un fonds d'intervention à long terme avec un faible taux d'intérêt sur le sous-secteur du transport aérien. Une facilité avec un taux d'intérêt ne dépassant pas 4% et avec un supplément d'environ 1% pour les frais bancaires. Pas plus de 5%, donc vous mettez le taux d'intérêt et les frais bancaires devraient être mis à disposition sur une base à long terme, disons environ 10 ans avec un moratoire de 2 ans. Alors que les compagnies aériennes attendent la mise en place de ce programme, les experts avertissent que même avec un prêt, il pourrait encore s'écouler jusqu'à 24 mois avant que le secteur ne se rétablisse complètement.
Dernier élément pour boucler ce journal, le président chinois, en présence d'autres hauts fonctionnaires du pays, a assisté ce jeudi 3 septembre à un événement commémorant le 115e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et la guerre antifasciste mondiale. Suivez ce reportage. Des couronnes de fleurs et des hommages. Ce matin, le président chinois Xi Jinping et de hauts responsables du gouvernement ont commémoré les soldats tombés au champ d'honneur. Au musée de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise, d'anciens combattants, des familles de soldats et des représentants de tout le pays se sont réunis. La guerre de résistance a duré 14 ans et s'est insérée dans la lutte mondiale contre le fascisme. Durant cette période, 35 millions de Chinois ont été tués, soldats et civils. Les pertes économiques ont atteint l'équivalent de 100 milliards de dollars au taux de change de 1937. Défendre le pays, a écrit Yuan Xiaobing, un vétéran centenaire, et qui affirme que c'est cet esprit qui l'a maintenu en vie jusque-là. Nous étions déterminés à gagner et à avancer. Il n'y avait rien d'autre qu'une forte volonté. Nous étions tous très déterminés et nous n'avions pas peur du sacrifice. Le Japon a capitulé en 1945. Et si la Chine a payé un lourd tribut, elle s'est assise sur le banc des vainqueurs. Aujourd'hui, les Chinois commémorent ce sacrifice, comme un message de paix. Comme je l'annonçais, c'est sur cet élément réalisé par nos confrères de CCTV+, que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.